Bonsoir monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à l'édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Un seul titre dans le cadre de cette édition. Élection présidentielle américaine. Le grand gagnant est connu, Joe Biden. Joe Biden, officiellement élu 46e président des États-Unis selon un pays de 46e président américain. Il a remporté la victoire à l'issue du dépouillement fait justement en Pennsylvanie. Il passe ainsi devant son challenger, ou du moins le candidat sortant, le président américain Donald Trump, qui ainsi lâche du lest, même si, il faut le préciser, Donald Trump entend également entreprendre des contestations devant la justice américaine pour ce qui est de cette élection présidentielle. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus. Merci d'être au rendez-vous de l'information du soir. Nous vous l'annoncions en titre. Élection présidentielle américaine. Le grand gagnant est connu, Joe Biden. Le candidat démocrate a été élu. Il a obtenu un peu plus de 270 grands électeurs, ce qui fait de lui le désormais nouveau président américain et le locataire de la Maison-Blanche aux États-Unis d'Amérique. Mais qu'est-ce qui a justement conduit à la victoire de Joe Biden? Tentative de réponse dans cet élément. Les États-Unis, selon un pays de très nombreux médias américains, fin de l'attente donc après 4 jours de comptage des voix. Sa victoire est acquise grâce à la Pennsylvanie. Joe Biden, qui depuis quelques jours appelait à la patience mais se disait sûr de sa victoire. Donald Trump, lui, ne s'est pas exprimé. Ses avocats devraient donner une conférence de presse. On en parle avec Marjorie Paillon. Oui, il le savait depuis le début de cette campagne électorale, Joe Biden, que c'est grâce à la Pennsylvanie qu'il gagnerait cette élection. C'est pour ça qu'il a effectué un nombre record de déplacements ici jusqu'au jour même du vote où il s'est déplacé pour s'adresser à ses soutiens. Il a tenté de convaincre cet électorat qui avait tourné le dos au Parti démocrate, cet électorat qui était traditionnellement démocrate mais qui avait voté pour Donald Trump à une faible majorité en 2016. C'est donc chose faite. D'ailleurs, il a exprimé dans son discours hier sa satisfaction d'avoir reconquis la Rust Belt, la ceinture de rouille. Depuis plusieurs jours maintenant, on sentait que Joe Biden allait emporter cet État le lendemain de l'élection. Donald Trump menait avec 700 000 voix d'avance, mais c'était sans compter le dépouillement des grandes villes comme Philadelphie ou encore Pittsburgh à très très large majorité démocrate, plus de 80%, et sans compter notamment les bulletins de vote par courrier et par correspondance qui ont été favorables là aussi à plus de 80% pour Joe Biden. Donc c'est officiel, selon plusieurs agences comme AP dont nous sommes partenaires. Joe Biden a gagné les 20 grands électeurs de Pennsylvanie et ces 20 grands électeurs l'emmènent tout droit vers la Maison-Blanche. C'est donc désormais acté la victoire de Joe Biden, le candidat démocrate à cette élection présidentielle. Mais qui est véritablement ce nouvel homme fort des États-Unis d'Amérique? Réponse dans cet élément. Pop worked in a silk mill. Oh, sorry. Elles lui ont d'abord donné un style. Ses lunettes aviateurs sont devenues l'accessoire de ses campagnes. Je les porte depuis l'âge de 15 ans. C'est comme ça. Joe Biden, 77 ans. Qui se cache derrière ses verres fumés? Il est né dans la ville ouvrière de Scranton, Pennsylvanie. Enfant, il lutte contre le bégaiement, passant des heures à réciter des poèmes devant sa glace. Diplômé en droit, il débute une carrière d'avocat et rejoint le Parti démocrate. Il est élu sénateur du Delaware en 1972. Il a 29 ans, 3 enfants et une vie qui lui sourit. 6 semaines plus tard, son monde s'écroule. Sa femme et sa fille de 13 mois décèdent dans un accident de voiture. Ses 2 garçons sont blessés. En me consacrant à eux, j'ai trouvé ma rédemption. Il prête serment depuis la chambre d'hôpital. Il pense tenir 6 mois au Sénat. Il y passera 36 ans. Il refait sa vie quelques années plus tard et se met à rêver d'un destin à la Kennedy. Par 2 fois, il tente d'obtenir l'investiture du Parti démocrate, sans succès. En 2008, Barack Obama le choisit comme vice-président.
La tragédie de nouveau en 2015. Son fils Beau décède d'un cancer du cerveau. Effondré, Joe Biden met fin à sa campagne. 2020, le voilà pour la première fois investi par son parti. Il est apprécié pour son empathie, mais des femmes lui ont parfois reproché d'être trop tactile. Le candidat démocrate se révèle aussi gaffeur, s'en mêlant les pinceaux. Voici ma sœur adorée Valérie et je suis Joe, le mari de Jill. Oh non, non, j'ai inversé. C'est ma femme et ma sœur. J'ai tout mélangé. Suivant la devise de son père, Joe Biden mesure le succès à la manière dont on se relève de ses échecs. Joe Biden est donc le président élu des États-Unis d'Amérique, mais celui qui est le désormais patron s'est engagé sur plusieurs sujets majeurs, notamment la lutte contre les changements climatiques. Retricoter tout ce que Donald Trump a décousu, à commencer par le climat. Pour Joe Biden, le réchauffement climatique est une menace existentielle. Il promet un retour immédiat des États-Unis dans l'accord de Paris. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche a un objectif ambitieux, 0 émission carbone d'ici 2035. Autre accord qui lui tient à cœur, celui sur le nucléaire iranien. Joe Biden souhaite rétablir la discussion avec Téhéran. Il restera ferme en revanche avec la Chine en maintenant les nouveaux droits de douane. Sur le plan intérieur, Joe Biden veut augmenter les impôts des personnes aisées. Il souhaite aussi un salaire minimum de $15 de l'heure, contre un peu plus de 7 actuellement. Le président élu estime que le racisme est institutionnalisé aux États-Unis. Il souhaite donc des mesures pour résoudre les problèmes de disparité raciale dans le système judiciaire notamment. Il n'est en revanche pas en faveur d'un définancement de la police. Au sujet de l'immigration, Joe Biden s'oppose à la construction du mur à la frontière avec le Mexique. Il se dit prêt à accueillir 125 000 réfugiés lors de sa première année de mandat. Il souhaite aussi réformer le système de visa temporaire. Sur le plan sanitaire, Joe Biden entend améliorer le système de couverture de santé existant. Artisan majeur de la mise en place de l'Obamacare, il veut offrir aux Américains, quel que soit leur revenu, la possibilité de souscrire une assurance publique moins onéreuse que les assurances privées et aujourd'hui réservée aux personnes les plus modestes. Sur la gestion de l'épidémie de Covid-19, Joe Biden propose l'obligation du port du masque. Il souhaite un système de traçage et de dépistage à échelle nationale. Enfin, il veut accélérer le développement de traitements et de vaccins. Le président élu veut aussi mettre fin à l'épidémie de violence aux États-Unis. Il souhaite notamment interdire la fabrication, la vente et le stockage des fusils d'assaut. Et puis il faut le rappeler, à l'annonce de la victoire de Joe Biden, le candidat démocrate à cette élection présidentielle, de nombreux Américains sont descendus dans les rues pour ainsi célébrer cette victoire et davantage espérer à une Amérique plus forte, plus prospère et peut-être plus unie. Il faut dire qu'à l'issue de la campagne présidentielle américaine, le pays s'est retrouvé être divisé en deux. D'une part, les démocrates et d'autre part les républicains pro-Trump. D'ailleurs, le président Joe Biden annonce être le président de tous les Américains. Toujours à l'international, nous parlons de la République démocratique du Congo et notamment de cette bonne nouvelle. Moïse Katumbi, opposant au régime, est de retour au pays. L'attente est interminable. Proches, partisans et soutiens sont présents dès 5 h du matin à l'aéroport international de Njili. Plus que quelques secondes. Après 5 ans d'absence, Moïse Katumbi est de retour à Kinshasa. Nous trouvons en lui un homme de dialogue, esprit de dialogue, d'humilité et qui vient pour chercher la reconstruction du social de notre pays. Les querelles politiques, ça ne nous intéresse pas. Mais le bien-être de la population congolaise, c'est ça notre charpente de combat. En exil après son bras de fer avec l'ex-président Joseph Kabila, l'ex-gouverneur du Katanga est accueilli en héros. Entouré par une foule compacte, il met plus de 5 heures à rejoindre sa résidence. Et dans une RDC en crise, sa présence suscite bien des espoirs.
nous comptons beaucoup sur le président Moïse Katumbi pour qu'il puisse aller apporter les souffrances que le peuple congolais est en train de subir à ce moment. Donc il n'y a pas de travail. On a lancé la gratuité de l'enseignement et jusqu'à présent les enseignants n'ont pas encore été payés. Le leader d'Ensemble pour la République doit être reçu ce samedi par le président Félix Tshisekedi dans le cadre des consultations nationales lancées lundi dernier. Et puis dans l'actualité nationale à présent, l'éminence cardinal Christian Toumi est libre. L'annonce a été rendue publique à la fois par le Vatican, mais aussi par le gouvernement de la République à travers un communiqué de presse signé du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Bien que le gouvernement condamne ce kidnapping, mais également les autres actions perpétrées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, les hommes politiques et les organisations internationales, on s'en parlait, des représentations diplomatiques internationales condamnent également les actes perpétrés par les séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tous appellent à un dialogue inclusif. Reportage. Son éminence, Christian Cardinal Toumi, est libre. C'est la quintessence du communiqué de presse rendu public par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, ce 6 novembre 2020. Le patron de la communication, à l'entame de cette sortie, précise à la communauté nationale et internationale que son éminence, Christian Cardinal Toumi, et le fond de la communauté Nso, Sa Majesté Binglo, ainsi que les membres de leur délégation en provenance de Bamenda pour Kumbo, ont été pris en otage et conduits vers une destination inconnue par 4 individus armés à bord de 2 motos le 5 novembre 2020 aux environs de 17h dans la localité de Baba, arrondissement de Babessi, département du Ngok et Tunja, région du nord-ouest Cameroun. Et grâce à la dextérité des éléments de force défense et de sécurité appuyés dans cette action par les populations riveraines, des opérations de recherche sont engagées. C'est ainsi que dans ce fort déploiement, son éminence Christian Cardinal Toumi est retrouvé et libéré le 6 novembre 2020 vers 11h au village Nchenkong par Babessi, très loin du lieu où il a été fait otage. En précisant que les recherches se poursuivent activement en vue de la libération du fond de la communauté Nso et des autres personnes encore retenues en otage, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, réitère la ferme condamnation par le chef de l'État, Paul Biya, et le gouvernement dans son ensemble et la nation camerounaise tout entière de tous ces actes dégradants et inhumains perpétrés par des groupes de rebelles sécessionnistes sans foi ni loi. Et dans cette vague de condamnation, on peut citer Cabral Libi, le président national du PCRN. Dans un poste, le député à l'Assemblée nationale dit, je cite, à ceux qui faisaient pernicieusement planer le doute sur les auteurs du massacre humain de Kumba, j'espère que vous avez pris acte de la revendication et des motifs de l'enlèvement de cardinal Christian Toumi, confrère, journaliste, Edith Smith, collaborateur du cardinal, sur les antennes de RFI, ce 6 novembre 2020. Votre silence est tonitruant. Vous savez ce qui vous reste à ajouter à votre ambigu slogan End Anglophone Crisis. Les vrais et respectables leaders anglophones ayant participé au grand dialogue national inclusif se font déjà enlever. Fin des citations. Une autre condamnation qui vient certainement jeter un pavé dans la mare dans la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, dans laquelle le PCRN appelle le chef de l'État Paul Biya à décréter un état d'urgence dans ces 2 régions pour ainsi stopper les velléités des rebelles sécessionnistes. Dans la foulée, les États-Unis d'Amérique condamnent l'escalade des attaques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, attaques menées par des individus armés ces dernières semaines contre des écoliers, des enseignants et des chefs religieux et traditionnels dans le cadre de la crise anglophone. Les attaques contre les écoliers et les enseignants sont particulièrement préoccupantes. Chaque enfant doit pouvoir apprendre en toute sécurité et chaque enseignant doit être en sécurité lorsqu'il aide les élèves à apprendre.
Nous sommes solidaires avec les étudiants, les enseignants et les dirigeants tels que le cardinal Toumi et le Fond Denso qui ont été pris pour cible à Kumbo, à Limbe, à Bamenda et dans d'autres communautés. Dans ce communiqué rendu public par l'ambassade des États-Unis à Yaoundé au Cameroun, les auteurs de ces attaques et ceux qui les approuvent témoignent d'un mépris pour la cohésion sociale des communautés des deux régions et pour la paix et la prospérité au Cameroun. Les États-Unis soutiennent donc tous ceux qui s'expriment en faveur du dialogue et de la paix afin de mettre fin aux meurtres et aux violences insensées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Nous parlons toujours de situation d'insécurité, mais cette fois-ci à l'extrême nord du Cameroun, avec cette mutualisation des efforts, à la fois par le gouvernement et ses partenaires au développement. Une concertation s'est tenue à Maroua sous les auspices de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun, Mehdi Aboubacarry, a présidé cette concertation qui vise la consolidation de la paix et du vivre ensemble dans les communes de région de la Damawa, du nord et de l'extrême nord du Cameroun. Les exécutifs communaux étaient au premier plan de cette concertation. Il faut également le rappeler, il est question ainsi de pouvoir impliquer les jeunes et les femmes dans le processus de paix durable. Reportage. Depuis la survenue des crises sécuritaires à travers le pays, le Cameroun et ses partenaires au développement recherchent sans cesse des voies et moyens pour normaliser la situation afin de consolider la paix sur l'ensemble du triangle national. C'est dans cette perspective que les Nations Unies ont inscrit leur vision et leur volonté. Comme nous le savons, le Cameroun traverse quelques défis sécuritaires et à la demande de son excellence Bourguignon, le président de la République, le Cameroun a été éligible au Fonds de consolidation de la paix. Et le Fonds de consolidation de la paix, c'est l'instrument financier de premier recours du système des Nations Unies pour apporter un soutien à la paix là où elle est menacée. Et donc, puisque le Cameroun est éligible à ce fonds, il y a un ensemble d'activités, dont celles que nous avons aujourd'hui, qui sont retenues pour avancer la paix dans ce pays. L'atteinte de cet objectif passe par les collectivités territoriales décentralisées qui devront miser sur les jeunes et les femmes, population vulnérable, mais tout de même accessible. Le Cameroun a de tout temps fait de la paix son cheval de bataille, sachant que la paix est à la base du développement. La paix est la source de la vie, pour tout dire. Donc, ces réunions qui misent sur les jeunes et les femmes, qui sont, comme vous le savez très bien, les fers de lance et porteurs d'espoir, et à point nommé. Il est également bon de rappeler que la région de l'extrême nord a subi les affres de la secte Boko Haram. Boko Haram ayant puisé parmi ces jeunes et des femmes, de vouloir asseoir la cohésion sociale, la paix et de vouloir vivre ensemble n'est que la bienvenue. La rencontre de Maroua, présidée par le numéro 1 de la région de l'extrême nord du Cameroun, Mehdi Aboubacarry, a pour intérêt de donner les éléments nécessaires aux exécutifs communaux pour la réussite de cette mission. Les enseignements ainsi dispensés et les engagements pris doivent faire tache d'huile pour une paix durable retrouvée sur l'ensemble du triangle national. Et puis nous parlons des prolongations de la journée mondiale de la femme rurale dans la région du littoral. C'est l'arrondissement de Mélan dans le département du Mongo, zone essentiellement rurale qui a été le théâtre des manifestations. La cérémonie était présidée par le préfet du département du Mongo, Yves-Bertrand Noël Nzana, qui a par ailleurs loué le dynamisme de la femme rurale de son département, femme qui s'évertue au quotidien à œuvrer à nourrir la région et partant l'ensemble du triangle national, mais cette célébration a été teintée par les massacres perpétrés dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun, mais aussi a été dominée par la pandémie Covid-19. Reportage. On ne perd pas.
C'est à la place des fêtes de Melon, zone agricole du département du Mungo, dans la région du littoral, qu'a été célébrée la femme rurale, mamelle nourricière des villes et villages du Cameroun. Consacrer une journée entière à la femme rurale, c'est prouver que cette dernière est une championne. Celle-là qui nourrit au quotidien les familles camerounaises doit être consacrée, doit être adorée, doit être célébrée. Et c'est pour ça que vous avez vu toute la mobilisation. Les femmes sont venues très nombreuses de tous les 4 départements de la région du littoral. Une 25e édition de la journée de la femme rurale qui joue les prolongations à Melon au regard du contexte marqué par la pandémie Covid-19 et les kidnappings et rapts avec demande de rançon, des scènes de terreur, mais aussi des massacres perpétrés à Kumba, Bamenda, Kumbo et Limbe dans le cadre de la crise anglophone où la femme rurale est aussi menacée et ne parvient plus à exercer ses activités au quotidien. Nous avons une pensée intense à ces enfants-là qui sont enterrés aujourd'hui. Et cette célébration se passe également dans le contexte actuel de la pandémie où, vous savez, tout a été au ralenti et la femme rurale a été la première victime parce que c'est elle qui produit, qui va au champ et si ces produits ne peuvent pas être écoulés, elle sera la première victime à être touchée et affectée par la pauvreté. Alors il était question à l'occasion de cette journée de trouver, d'identifier, de proposer des opportunités, des stratégies de renforcement de ses capacités pour lutter ou alors combler cette affection qu'elle a eue par rapport à la baisse de l'activité due à la Covid-19. La place de la femme rurale doit être préservée. Celle-ci doit d'ailleurs bénéficier de quelques avantages au regard du rôle qu'elle joue au sein de la société. Nous avons pu, disais-je, apprécier le dynamisme des femmes du littoral. Elles montrent combien elles participent à la consolidation de la paix dans la région du littoral et dans le Cameroun tout entier. Et nous les avons invitées à poursuivre leurs efforts dans cet élan de consolidation et de construction d'une région du littoral prospère et de poursuivre leur contribution à l'édification d'un Cameroun de paix. Placé sous la présidence du préfet du département du Mungo, Yves Bertrand Noël Nzana, cette 25e édition de la Journée mondiale de la femme rurale a été marquée par des prestations diverses et autres interpellations autour de la thématique, à savoir quelle opportunité pour l'autonomisation des femmes et filles en milieu rural en période de crise sanitaire due au coronavirus. Nous parlons de politique, notamment de l'Union des populations du Cameroun. Une information faisant état d'un congrès national de ce parti politique historique a été lancé pour le mois de novembre. Le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, rencontré à cet effet, dit qu'aucune convocation de congrès n'a été faite pour l'Union des populations du Cameroun. Il n'en est rien. Ceci est nul autre qu'un fake news. Puisque c'est moi qui communique pour le parti. Voici un communiqué de l'Union des populations du Cameroun qui date du 1er novembre 2020 et annonçant la tenue prochaine du 8e congrès ordinaire du parti politique historique et du bureau directeur issu du congrès tenu les 6, 7 et 8 octobre 2017 au palais de congrès de Yaoundé, placé sous hommage au commandant Kisamba Wimbi Massagan, décédé le 17 octobre dernier. Donc, Ariette Ekwe, journaliste émérite et militant de longue date du parti du crabe, la présentant comme étant la présidente du comité d'organisation du dit congrès qui se tiendra à Lune les 13, 14 et 15 novembre 2020. À cet effet et à ce titre, cette dernière devait donner une conférence de presse le mercredi 4 novembre 2020 au domicile du professeur Yimgen Moye du mouvement citoyen, le MOSI. Et les deux, Henri Deco et Yimgen Moye, sont plus ou moins surpris de ce communiqué qui les engage, dont personne n'a connaissance. Et pour être assez clair, nous avons approché l'actuel secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, élu au congrès de 2017, qui, à son tour, reste pantois. Il faut d'abord dire qu'il n'y a aucun congrès en novembre à Lou.
C'est un fake news si vous voulez, c'est même pas un congrès. Quand on organise un congrès, et si le comité directeur a déjà fixé la date, c'est moi qui dois vous dire, le secrétaire général, puisque c'est moi qui communique pour le parti, avec bien entendu mon secrétaire à la communication et la cellule de communication. C'est nous qui vous disons quand est-ce qu'il y a un congrès ou non, comme ça s'est fait la dernière fois. Pas qu'un groupe d'individus s'assied quelque part, ils sont en train de vous ennuyer tout simplement. Il n'y a rien à l'eau en novembre. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Voilà malheureusement, bon, les réseaux sociaux existent déjà. Je suis même le premier secrétaire général à subir ces réseaux sociaux. On dit n'importe quoi. Il n'y a aucun congrès en novembre. Mais qui en veut tant à l'Union des populations du Cameroun, pourquoi ce mêlée continue? Je crois que c'est les gens qui veulent encore montrer à l'opinion nationale qu'il y a les désordres à l'UPC. Mais je ne pense pas que les gens sont encore prêts, parce qu'à un certain moment, il faut que quelque chose finisse. Et cette histoire de désordre à l'UPC, c'est déjà fini. L'âme immortelle n'est-elle pas en train de mourir de sa propre mort? Quand vous n'êtes pas secrétaire général d'un parti, vous n'êtes même pas président du bureau du comité directeur de l'UPC, vous asseyez 10 personnes, vous dites que vous faites un congrès. Bon, c'est que... Avant de refermer cette édition de l'information sur la télévision du monde, nous nous rendons à Banganté, chef-lieu du département du Ndé, dans la région de l'ouest du Cameroun, où la place des fêtes a été le théâtre d'une cérémonie de remise officielle des médailles comptant pour le 20 mai 2020. Précisons que cette cérémonie du 20 mai 2020 n'a pas pu se tenir à raison des restrictions édictées par le gouvernement de la République à raison de la pandémie Covid-19. Reportage. La place des fêtes de Banganté a revêtu ses attributs des grands jours de fête à l'occasion de la cérémonie de remise des distinctions honorifiques à plusieurs personnalités pour le compte du 20 mai de l'exercice 2020. Au total, ils sont 35 récipiendaires, dont 16 qui reçoivent des distinctions des ordres nationaux et 19 autres médailles du travail en or, en argent et en vermeil. Le 20 mai dernier, nous n'avons pas par conséquent été en mesure de décorer des personnes qui se sont fait distinguer, qui ont été honorées par le président de la République. Et compte tenu de ce que la hiérarchie s'était déjà acquittée de ce devoir, nous avons cru devoir saisir cette journée pour décerner les médailles à ces vaillantes et valeureuses populations, ces personnalités qui ont été distinguées par le chef de l'État, le président. Je saisis d'ailleurs cet honneur pour cette occasion pour féliciter les heureux élus, les récipiendaires, et en les exhortant d'aller de l'avant, et bien évidemment en motivant, c'est-à-dire que cette cérémonie peut être un motif, n'est-ce pas, d'émulation pour les autres Camerounais qui doivent redoubler d'ardeur au travail pour prétendre, pourquoi pas eux aussi, n'est-ce pas, monter au podium le 20 mai 2021. La cérémonie qui s'est tenue dans un contexte de distanciation sociale à raison de la pandémie Covid-19 et dans le respect des mesures restrictives édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé, a vu la présence effective des 4 sous-préfets des arrondissements qui composent le département du Ndé, des récipiendaires et de quelques membres de famille. Alors, monsieur, nous ne sommes pas venus au terme de cette édition de l'information sur la télévision du monde. Merci surtout de l'avoir suivi. Nous vous le rappelons, à l'entame de cette édition, nous parlions de la victoire à la présidentielle américaine de 2020 du candidat démocrate Joe Biden. Il a été consacré à l'issue du dépouillement dans l'État de Pennsylvanie. Il s'en tire donc avec le plus grand nombre de grands électeurs, un peu plus de 273 en faveur
successeur du candidat démocrate Joe Biden, qui devient ainsi le 46e président américain. Il aura donc à passer 4 ans à la tête de l'État américain. Plusieurs chantiers l'attendent, notamment la lutte contre les changements climatiques, l'immigration, mais aussi la lutte contre la pandémie Covid-19. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision du monde qui se poursuivent. Bonsoir à toutes et à tous, surtout bon samedi. Au revoir.